Donc, je crois que nous pouvons commencer. Donc, bonjour à tous. Mon nom est Julie Thériault, directrice marketing régionale pour le Québec. Donc, bienvenue à notre tout premier webinaire de la série Propriétaires d'entreprise intitulé Inviter le chaos en matière de cybersécurité. Donc, notre leader et chef de la cybersécurité au Québec, Tom Beaupré, passera en revue l'ensemble des stratégies, des outils, des techniques et tactiques de cybersécurité destinés à protéger votre entreprise. Donc, je tiens à vous mentionner que ce webinaire sera enregistré et vous sera envoyé par courriel sous peu. Donc, vous pouvez également poser vos questions dans la section questions et réponses au bas de votre écran. Et Tom se fera un plaisir de vous répondre à la fin de sa présentation. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Tom Beaupré. Bonne présentation à tous. Merci Julie et bon midi tout le monde. Je vois que vous êtes quand même assez nombreux à participer aujourd'hui, alors merci. Comme Julie a mentionné, le sujet qu'on va couvrir aujourd'hui, c'est cybersécurité. Je vais couvrir assez large. C'est quand même un domaine qui représente beaucoup potentiellement d'impact. Alors, je vais faire un aperçu. Ensuite, je vais parler un peu des pirates, des tactiques qu'ils utilisent pour justement compromettre, avoir accès à vos informations, perturber vos systèmes et mettre un paquet de troubles, comme un Gallagher qui se met en avant du filet, qui finalement, les Canadiens ont remporté le match hier. Félicitations. Évidemment, on veut aussi parler de comment planifier pour éviter une violation ou une perte de données ou un vol de données et les domaines sur lesquels se concentrer. On y va. Je vais commencer avec un petit survol. Côté MNP, on est regroupé au niveau national pour tout ce qui représente la technologie. On a pris le nom de solutions numériques. Vraiment, l'idée, c'est de vous aider comme entreprise à définir votre stratégie, transformer les produits, les services que vous offrez et les convertir en système TI, évidemment. Optimiser vos activités d'exploitation, rendre les employés autonomes, ce qui veut dire automatiser certains processus, réduire les coûts. Évidemment, aller chercher des clients, construire des pages web, des pages d'accueil et évidemment, le sujet d'aujourd'hui, sécuriser les activités d'exploitation. Du côté de la cybersécurité et ce qu'on appelle protection de données ou la confidentialité, au niveau national, on est regroupé en plusieurs services. Moi, je représente le cyberrisque, alors la conformité et l'audit, l'évaluation, etc. Mais on offre aussi des services en cybersécurité de stratégie de gouvernance, d'architecture d'entreprise. Et là, on parle vraiment de système de cyber. On parle aussi de plans et de stratégies pour la confidentialité et les protections des données, la mise en service et l'exploitation aussi de solutions de cyber, des tests d'intrusion, de la gestion d'incidents, malheureusement, ça fait partie de nos services. Et ce que je pense qui est vraiment important et qui souvent n'a pas l'attention nécessaire, c'est la formation et la sensibilisation. Alors, on va commencer avec une petite définition de la cybersécurité. La sécurité informatique, également appelée cybersécurité. Évidemment, le but, c'est de protéger vos systèmes d'information contre le vol ou les dommages matériaux. Évidemment, on veut protéger aussi les attaques sur les logiciels, les systèmes d'exploitation. C'est que vous avez un logiciel pour gérer vos finances, pour gérer la production, pour gérer les commandes, le support aux clients, etc. C'est tous des systèmes qui peuvent être attaqués. Évidemment, on veut éliminer les perturbations ou le sabotage et on veut aussi, si possible, éliminer l'interruption des services fournis. Je vais commencer avec tout le monde, je suis certain, sont préoccupés par la cybersécurité. Et c'est pour ça que vous êtes joints à nous aujourd'hui. Si on commence comment évaluer vos risques, il faut calculer la probabilité et l'impact. Idéalement, le plus de statistiques que vous avez sur vos systèmes, sur les risques portés par les attaques sur vos systèmes, la meilleure que vous allez pouvoir faire une estimation de la probabilité. Et aussi, il faut regarder l'impact. L'impact, normalement, est calculé en dollars. En perte directe, ça peut être des ventes perdues, ça peut être du temps personnel, des litiges, etc. Alors, si on regarde, malheureusement, la saison de golf tire à sa fin, mais si on regarde un coût d'envoi de la gauche sur le vert, qui est dans le milieu de la photo, la plupart des personnes penseraient que c'est un coût quand même assez risqué. Pour un professionnel, cependant, le coût d'approche à environ 150 verges, la précision peut être en bas de 20 pieds. Ça, c'est la moyenne.
les professionnels. Pour un amateur, évidemment, la moyenne serait beaucoup plus basse, fait que ça serait jugé comme un coût risqué. L'impact, cependant, pour un professionnel, c'est certain qu'un coup raté, ça peut faire la différence entre gagner un tournoi et perdre un tournoi. Pour un amateur, l'impact assez minime, ça peut être peut-être que vous avez fait une gageure entre amis ou ça peut être juste pour pouvoir célébrer avoir fait un bon coup, mais l'impact est beaucoup moins élevé. Un autre exemple, si on prend une chef de montagne, évidemment, ça peut apercevoir à première vue que le risque est très élevé, mais les chefs de montagne ne tombent vraiment, vraiment pas souvent. Mais évidemment, l'impact pourrait être très élevé. Alors, c'est juste des exemples pour vous donner un peu l'idée de, pour vos systèmes, il existe des statistiques. On peut regarder la complexité de vos systèmes, les méthodes d'accès, les logiciels que vous utilisez, les systèmes d'exploitation. Il y a beaucoup de paramètres qu'on peut regarder et évaluer vraiment c'est quoi vos risques. Pour vous donner des statistiques un peu épeurantes, au niveau mondial, récemment au World Economic Forum, ils ont demandé aux dirigeants c'était quoi vos préoccupations principales et une faute ou une attaque de cybersécurité se trouvait évidemment dans les 10 premières et en fait au numéro 4. Fait qu'environ 40% des dirigeants pensaient que la cybersécurité pourrait être un enjeu important pour eux et un risque très important aussi. Et pour justifier tout ça, évidemment, si on regarde les attaques, les brèches au niveau mondial, plus de la moitié des organisations ont eu une cyberattaque, pas toujours majeure, des fois très majeure. Et si on regarde, par exemple, Facebook, que tout le monde connaît très bien, environ 420 000 usagers de Facebook ont une partie de leurs données qui ont été compromises, qui sont retrouvées sur le dark web ou sur le web utilisé par les pirates. Et évidemment, la motivation, c'est, dans la majorité des cas, c'est un gain financier. Et si on ramène ça dans le contexte peut-être québécois, si on regarde Desjardins, qui apparaît aussi comme un enjeu, on voit que dans le cas de Desjardins, même si ça a eu un impact majeur au niveau du Québec et certains Canadiens, au niveau international, ce n'était vraiment pas une grosse brèche. Alors, les brèches sont très récurrentes, sont très communes et il faut se protéger. Juste pour donner un petit peu plus, je sais que beaucoup de gens sont intéressés par la brèche de Desjardins. Ils ne connaissent pas nécessairement ce qui s'est produit. Ça fait que c'était vraiment, si on regarde ce qui s'est passé, c'est un employé qui était malveillant, qui avait accès à certaines données confidentielles, mais qui n'avait pas accès évidemment à toutes les données confidentielles. Mais le groupe qui avait accès copiait les données un peu plus sensibles qui auraient dû être vraiment répertoriées et bien contrôlées, étaient copiées sur un fichier partagé. Alors, si vous pensez à votre entreprise, c'est souvent quelque chose qu'on va revoir. On va voir que le groupe de finances, par exemple, peut partager certaines données sur des répertoires partagés, le groupe de marketing, les gens de vente, etc. Et toutes ces données-là, évidemment, ont une valeur très, très élevée pour les attaquants. Si on regarde aussi les points saillants de la cybercriminalité au Canada, évidemment, une augmentation des menaces. Les acteurs sont plus nombreux et deviennent de plus en plus sophistiqués. Des acteurs de toutes les grosseurs, des personnes seules, des personnes agissant en groupe, des États, etc. Ce qu'on voit aussi du côté des rançons logicielles, près de 100% des victimes ont payé la rançon. Alors, c'est très accablant comme chiffre. Si on pense que la moitié des entreprises peuvent être attaquées, souvent, ce qu'on voit de nos jours, c'est un rançon logiciel et que plus que la moitié ont dû payer la rançon, ça veut dire qu'ils n'étaient pas adéquatement protégés. Alors, on est presque certain que sur les prochaines années, les 3 prochaines années, que vous allez être attaqué ou vous allez déjà avoir subi une cyberattaque. Les menaces principales, le piratage, qui est en déclin parce que le piratage implique quelqu'un qui activement essaie de compromettre un système. Des logiciels malveillants, des rançons logicielles qui est à la hausse, principalement parce que c'est payant. Alors, souvent, les acteurs vont prendre le temps de faire une reconnaissance de vos plateformes
connaître votre entreprise, savoir si vous avez une grosse commande à livrer sur certains clients, savoir si vous attendez des gros paiements aussi de votre côté et aussi juste perturber vraiment les systèmes. Et l'hameçonnage est toujours présent, évidemment, ce qui implique, je vais revenir plus tard, mais implique une autre tactique pour compromettre vos systèmes. Qui se cache derrière les cyberattaques? Principalement, on les regroupe en menaces externes et menaces internes. De l'externe, évidemment, il peut y avoir des pirates qu'on appelle non organisés, qui peut être aussi simple que quelqu'un qui connaît un peu les TI, mais qui survole quelques vidéos sur YouTube, peut télécharger des logiciels malveillants et décide d'attaquer et peut-être de se faire un peu d'argent de poche. Ça peut être aussi des pirates organisés avec des centres d'appel, des campagnes organisées, des sites de revenus, etc. Ça peut être évidemment des États ou des nations. Du côté interne, ça peut être soit des employés d'affaires, soit un employé technique qui peuvent soit faire une erreur, divulguer des données. C'est aussi simple qu'envoyer à la mauvaise adresse courriel lorsque vous composez un message. Je pense que nous est tout arrivé et des fois, évidemment, Microsoft ou les autres vont remplir de noms complets. Des fois, on peut envoyer un courriel à Robert qui est de mauvais Robert. Et aussi les anciens employés malveillants et aussi ceux qui sont toujours dans votre entreprise. Si je vais vous montrer un petit peu, je vais parler un petit peu du piratage pour vous donner un peu d'aperçu qu'est-ce que les acteurs font. Évidemment, le piratage traditionnel, c'est vraiment une exploitation d'une vulnérabilité technique. Ça veut dire que votre système d'exploitation, vos applications, la configuration du système n'est pas sécuritaire. Il peut y avoir une erreur humaine qui se produit, soit un oubli, soit un droit d'accès qui ne devrait pas être en place. Et ça peut aussi consister, dépendant de la cible des pirates, une chaîne en série de faiblesses. Exploiter plusieurs maillons faibles dans votre sécurité. Pourquoi c'est si facile? Les entreprises soit ne connaissent pas leurs risques, ne mettent pas à jour le système assez souvent, et aussi il peut y avoir des erreurs humaines sur les droits d'accès. Des droits d'accès excessifs, quelqu'un qui est administrateur sur plusieurs plateformes, plusieurs bandes de données, etc. Et aussi le temps de réponse. Lorsqu'il y a un incident, la découverte peut prendre beaucoup plus longtemps que prévu. Et alors, ça mène normalement à une compromission complète de toutes les données. Je vais donner un exemple plus concret. C'est un test qu'on avait fait dans le passé, mais qui est toujours d'actualité. Ça fait qu'un client nous avait demandé de faire un test d'intrusion. On a dit parfait. On a fait un peu de reconnaissance sur leur système. En partant juste de leurs adresses Internet, on a pu découvrir qu'il y avait une vulnérabilité sur le système les routers, comme on les appelle en bon français, les routeurs, qui nous permettait d'accéder au hash. Ça, c'est le hash. C'est un cryptogramme de votre mot de passe. Les systèmes, normalement, de ces jours, ne stockent pas le mot de passe en clair sur votre système. C'est capturé et stocké de manière cryptographique. Alors, avec cette méthode, on a pu accéder au hash en quelques minutes. Quelqu'un pourrait dire ça sert à quoi? Là, on a accès à votre mot de passe qui a été converti en un cryptogramme, en utilisant la cryptographie, le chiffrement. Avec ça, on peut mettre ça dans notre boîte, qu'on appelle le Hashinator, qui essaye plus ou moins toutes les combinaisons possibles de mots de passe et essaye de faire ce qu'on appelle un match ou avoir exactement le même hash. En utilisant le hash, ça veut dire qu'on a trouvé le mot de passe. En faisant ça, normalement, la moyenne serait en bas de 2 jours avec notre boîte. Dans ce cas-ci, malheureusement, c'est un mot de passe assez simple et on a réussi à justement trouver le mot de passe en 2 secondes. Alors, ça implique que le mot de passe administrateur n'était pas assez complexe. C'est probablement un mot de passe très simple. Probablement pas password 1, 2, 3, mais quelque chose de similaire. Avec ça, on avait réussi à pénétrer l'infrastructure virtuelle complète, tous les serveurs du client. Ensuite, ça va mener à un accès aux vidéos. Vous voyez que c'est un client qui exploitait un parc de stationnement. Avec ça, on pouvait effacer les vidéos, on pouvait arrêter les caméras
Fait qu'il y avait plein déjà de choses qu'on pouvait faire. Et aussi, on réussissait à avoir accès au système de climatisation qui, dans certains cas, si on pense à certains commerces qui doivent garder soit leur environnement très, très contrôlé, comme la production du marijuana, par exemple, ça pourrait être un échec, quelque chose qui aurait un impact majeur. OK, on va passer ce qu'on appelle le piratage psychologique ou l'ingénierie sociale. C'est une méthode de demander à quelqu'un ou d'envoyer certaines informations qui va les pousser à faire un geste. Normalement, ça fonctionne très bien. Ça peut être réalisé avec une portée très, très précise. Alors, je cible quelqu'un qui est susceptible de recevoir un message, par exemple, sur les crédits d'impôt ou peut-être des événements politiques, etc. C'est quelque chose qui va pousser quelqu'un à répondre. Lorsque nous, on fait ce genre de test-là, je vais revenir un peu sur quelques exemples qu'on fait. Mais nous, c'est très, très ciblé. Fait qu'on prend le temps de connaître l'entreprise, les événements marquants d'une entreprise, les grosses décisions qui se prennent, les messages du président, etc. Ça peut être fait de plusieurs manières, évidemment. L'ingénierie sociale ou le piratage psychologique, ça peut être par hameçonnage, qui est d'envoyer un courriel avec un lien malicieux. Ça peut être quelque chose qui utilise la direction, fait que envoyer un message urgent de quelqu'un dans des hauts dirigeants qui dit « S'il vous plaît, procédez à telle commande, s'il vous plaît, acceptez tel document, c'est urgent ». Souvent, ils vont regarder dans les médias sociaux, voir la disponibilité des gens, est-ce que les gens sont en voyage d'affaires. Fait que souvent, si vous pensez vous envoyez un courriel et vous recevez un message qui dit là, « Je suis absent pour 2-3 jours », des fois, les pirates vont regarder les médias sociaux, voir « Ah, OK, telle personne présente à une conférence », fait qu'ils savent qu'ils ne sont pas disponibles. Ça peut être assez de prendre l'identité de quelqu'un, ça peut être d'altérer certains messages, et aussi plusieurs attaques qui étaient plus traditionnelles qu'on mettait dans le passé, par exemple. C'est moins utilisé de ces jours parce qu'on n'est pas vraiment en présentiel, mais dans le passé, on laissait des clés USB avec des logiciels malveillants à l'extérieur des bureaux. Les gens ramassaient les clés. Ah, tiens, si je trouve une clé de 32 gigaoctets, c'est pratique. Ils mettaient ça dans les ordinateurs, voir s'il y avait du bon contenu. Mais le but, c'était évidemment d'attaquer les postes de travail. Si on regarde un peu plus en détail l'hameçonnage, c'est la technique probablement, je dirais, la plus courante qu'on voit récemment, surtout parce que les pirates réussissent souvent à extraire des fonds, de l'argent des cibles. La méthode la plus connue, c'est évidemment de se déguiser en un tiers de confiance. Fait que ça peut être la banque, les administrateurs, les fournisseurs d'accès, etc. Ça fait que nous, ce qu'on fait normalement quand on fait une campagne, on va, par exemple, si c'est un détaillant, on sait que si, par exemple, un trimestre arrive, les résultats sont bons, des fois, il y a des cartes cadeaux qui sont offerts. Fait que nous, sûrement, ce qu'on va faire avec, évidemment, l'appui du client, on va créer des messages qui disent les premières 100 personnes à cliquer sur le lien, on va avoir une carte cadeau de 50 $. Évidemment, en cliquant sur la carte, sur le lien, il faut rentrer le mot de passe et le nom d'utilisateur pour être qualifié, mais on fait ça très, très clair pour que ça soit évident que ce n'est plus dans l'environnement du client. Plein de signes qui, normalement, en formant les gens, ils détecteraient que c'est un hameçonnage. Et évidemment, on peut envoyer ça à un grand nombre de contacts avec les plateformes de courriel. Et malheureusement, l'utilisateur est redirigé vers un site falsifié et normalement, on peut obtenir le contrôle, le plein contrôle, ou au moins un accès aux plateformes. Fait que je pense que j'ai pas mal couvert ça, mais ce que je veux peut-être tirer votre attention, c'est que ça peut être soit un rançongiciel, qui est évidemment l'attaque numéro 1, ça peut être un logiciel qui va espionner votre environnement. Fait que des fois, les pirates veulent connaître votre affaire, fait que il y a certains cas qui avaient été très, très connus dans le passé. Ça fait que si, par exemple, quelqu'un fait une grosse négociation de contrat avec certains pays,
des fois, les pirates vont être engagés pour aller chercher de l'information, recueillir de l'information, tel c'est quoi le prix que le client est prêt à payer, c'est quoi les facteurs importants, c'est quoi les facteurs des risques. Et lors des négociations, ils peuvent évidemment utiliser cette information-là pour prendre avantage des clients. Ça peut être aussi utilisé pour un déni de service. Fait que ça, c'est vraiment juste empêcher vos clients d'accéder à vos plateformes. Des fois, c'est un impact qui arrive avec un rançon-logiciel. Pas toujours. Souvent, c'est les accès internes, mais des fois, c'est des accès externes aussi. Et ça peut permettre de faire ce qu'on appelle un commandement et contrôle, qui vraiment aide les pirates à lancer des attaques. Fait que l'idée dans ce cas-là, c'est de compromettre vos plateformes et utiliser vos plateformes comme qui leur coûtent pas d'argent, à aucun frais. Ils vont utiliser vos systèmes pour installer et lancer des attaques vers d'autres destinations. Fait que dans ce cas-là, c'est très, très difficile à contrôler parce que ça peut venir d'un tiers que vous connaissez. Ça peut être un de vos partenaires d'affaires. Ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi assez souvent. Et ça peut aussi servir comme ce qu'on appelle une porte dérobée, ça fait qu'un accès à distance en tout temps par des pirates. Je ne sais pas si vous avez vu ou probablement il y avait des messages à un moment donné qui étaient envoyés sur le COVID-19. C'est de l'information fausse qui est envoyée. Ça paraissait évidemment que ça venait du gouvernement du Canada ou même du gouvernement du Québec. Et le but, c'était encore encourager les usagers à cliquer sur le lien. Et puis, ce qu'on a vu, c'est que c'était rendu au tel point qu'il y avait des communiqués qui avaient été envoyés par le gouvernement. Les médias aussi avaient repris le fil. C'était devenu vraiment, vraiment un problème très grave. Fait que si on prend un cas récent que nous, on a fait un test, la cible, c'est environ 500 employés. On a envoyé un courriel initial disant est-ce que vous pouvez vérifier, voir si votre mot de passe est sécuritaire? Est-ce que votre mot de passe est fort? Et ça venait du groupe DTI. Et évidemment, la deuxième étape, une fois que les employés avaient cliqué sur le lien, c'était de fournir le mot de passe. Fait que dans ce cas-là, on a quand même eu un bon résultat. La moitié des employés, étant des bons employés, ont dit je vais vérifier si mon mot de passe est fort, si mon mot de passe est sécuritaire. Et 32 ont fourni le mot de passe, même si sur le site, c'était pas mal clair que ce n'était pas le client qui avait des choses douteuses et que normalement, tu devrais juste, évidemment, rentrer ton mot de passe sur une plateforme connue. Dans ce cas-là, la solution, c'est de former votre personnel, évidemment, et créer votre propre campagne d'hameçonnage et de faire un suivi régulièrement, s'assurer qu'ils connaissent leur comportement, connaissent le comportement des pirates. Alors, évidemment, si on regarde les mots de passe, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce n'est pas très sécuritaire, mais peu importe, même si en ayant choisi un mot de passe plus sécuritaire, celui qui est à la droite sur la petite étiquette verte, évidemment, en saisissant ça dans un système, peu importe si le mot de passe est complexe, en donnant aux pirates, la force du mot de passe est perdue. Un deuxième cas, celui-ci, c'est un cas réel, un rançon logiciel. Ils ont exploité une vulnérabilité dans le système d'exploitation qui était disponible de l'Internet. Ça veut dire que n'importe quel pirate qui voulait aurait pu faire la même chose, évidemment. Ils ont installé leur rançon logiciel dans la majorité des serveurs, les bases de données, les postes de travail. Et ils ont attendu un petit peu pour voir c'était quoi le meilleur temps de déclencher justement le déni de service, la distribution du rançon logiciel sur les plateformes. Et dans ce cas-là, ils ont réussi à compromettre le client et extraire plusieurs centaines de milliers de dollars. Et si on regarde la tendance qui va vous démontrer un peu ce qui se passe présentement au Canada. Fait que la progression, ça c'est ce qu'on a ici, c'est le chiffre qui représente la rançon moyenne payée par trimestre au Canada. Fait que si on recule dans le troisième trimestre 2019, environ 84 000 $. En premier trimestre de l'an passé, c'était 111, 178 000, 233. Et les chiffres vont être publiés très bientôt, pour le quatrième trimestre de l'an passé, mais la progression, on pense qu'elle a encore empiré. Alors, on parle d'environ moins 250 000 par moyenne pour les frais
directs payés par des clients, par des entreprises aux pirates pour justement avoir accès à leur système. Fait que comment évaluer vos risques? Si, par exemple, vous pensez à la probabilité et l'impact, pour faire le point, c'est important de savoir les statistiques ou des données, avoir des données très précises pour savoir c'est quoi la probabilité d'attaque et d'attaque avec succès. Fait que dans l'industrie, il y a des paramètres, des barèmes qui sont utilisés pour évaluer c'est quoi le risque d'une attaque avec succès sur une vulnérabilité connue sur un système ou une plateforme. Et l'impact, évidemment, ça peut être plus difficile, mais normalement, si vous regardez les pertes directes, les ventes perdues, le temps personnel, des litiges potentiels, etc., vous allez avoir une idée. Fait que, un petit exemple, ce qu'on voit qui est à peu près pas mal, qui représente plus ou moins notre expérience au Québec. Fait qu'une entreprise qui a un chiffre d'affaires d'environ 50 millions, qui ne met pas à jour régulièrement ses systèmes, c'est plus ou moins garanti qu'il va y avoir une vulnérabilité qu'on appelle critique, qui peut être exploitée en quelques secondes normalement, par rapport à un autre qui va mettre les systèmes, ou faire les mises à jour beaucoup plus régulièrement, au moins mensuellement. Et plus souvent, c'est critique comme vulnérabilité. Le taux de succès des pirates va être beaucoup, beaucoup diminué. Fait que, ce qu'on voit, c'est une tendance aussi à exiger environ de 2 à 4 du chiffre d'affaires pour les rançons, fait que, soit 1 million. Fait que c'est très, très élevé. On en a vu plusieurs qui ont dépassé ces chiffres-là déjà, malheureusement. Si on regarde la probabilité et le coût, fait que si vous mettez à jour vos systèmes, vos chances d'avoir une perte sont très, très élevées. Fait que environ 500 000 de coût qu'on peut s'attendre versus si vous mettez vos systèmes à jour, la fenêtre d'ouverture où les pirates peuvent exploiter vos systèmes est beaucoup, beaucoup réduite. Et probablement qu'en faisant le premier balayage à partir de leur système, ils vont voir que tout est à jour et probablement qu'ils ne vont pas revenir et regarder, voir est-ce que vous êtes une cible. OK. Fait que si on regarde comment vous préparer pour se protéger des attaques, si on regarde quelques idées fausses, les plus courantes en matière d'inaction, c'est plusieurs compagnies, évidemment, c'est fortement recommandé, c'est d'avoir une copie de sauvegarde pour tous vos systèmes. Ce qu'on voit, malheureusement, c'est que les entreprises ne font pas les tests. Ils ne vont pas valider que leurs données sont évidemment ce qu'ils pensent qu'ils ont dans les copies de sauvegarde, mais aussi que des fois, les pirates, ce qu'ils vont faire, c'est aussi compromettre les copies de sauvegarde. On a vu un cas récemment où le client avait 2 copies de sauvegarde et malheureusement, les pirates étaient dans leur système depuis plusieurs mois. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont compromis les systèmes. Ils ont commencé par chiffrer les copies de sauvegarde. Une fois que les copies de sauvegarde avaient roulé pendant 3 mois, ils savaient que le client ne serait pas en mesure de récupérer ou repartir leurs affaires parce qu'il manquait trop de données. Et ce qu'ils ont fait pendant la fin de semaine, ils ont déclenché les rançons logiciels, les logiciels malveillants sur tous les systèmes et les plateformes de l'entreprise. Fait que la copie en temps réel était compromise et les copies de sauvegarde étaient également compromises. Évidemment, encore pour les données dans le nuage, les systèmes d'exploitation, normalement, sont à jour. Les applications dépendent vraiment de vos applications et votre configuration. Il faut vraiment revoir est-ce que vos applications sont aussi sécuritaires et s'assurer que la configuration est bien faite et que vous avez évidemment fait la même chose, faire un test de recouvrement de vos données, surtout si vos données ne sont pas gardées dans le nuage par le fournisseur. Ce qu'on voit aussi et qu'on recommande, évidemment, c'est d'avoir une bonne police d'assurance de cybersécurité. Mais il faut vraiment regarder les clauses d'indemnité, les limites. Souvent aussi, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir un questionnaire qui va demander de l'information. Est-ce que vous avez un programme de cybersécurité? Mettez-vous à jour vos plateformes. Et ce que vous allez voir, c'est que le coût des polices va augmenter si vous n'êtes pas sécuritaire.
Et aussi, il peut y avoir des clauses où, si vous ne faites pas une mise à jour ou ce qu'on appelle un minimum de diligence sur vos systèmes, ils peuvent refuser de payer. Et même s'ils payent la première fois, normalement, par après, vos possibilités de se faire assurer sont très, très, très réduites. Ça fait que ce qu'on a vu malheureusement, c'est que en premier lieu, la police d'assurance n'avait pas tout payé ce que le client s'attendait. Et deuxièmement, le coût pour renouveler la police était vraiment, vraiment très élevé. Et je pense que j'ai couvert aussi ce que, si je n'ai rien volé qui soit de grande valeur. On sait que opérer votre entreprise, c'est très important. Peut-être que les données que vous avez sensibles sont minimes. Les données de clients, ça peut devenir quand même important. Ça fait qu'il faut vraiment regarder la motivation des pirates. Eux, c'est de monétiser l'attaque, faire de l'argent rapidement. Alors, ils choisissent leur cible. Ça, c'est certain. Et je pense que le point qu'on voulait faire ici, c'est que ce n'est pas uniquement un problème des TI. Il faut que tous les employés soient conscients des risques, de leur rôle, de leur responsabilité. Si vous avez des gens qui reçoivent des courriels de l'externe, de clients, s'assurer de vérifier le lien, vérifier l'information, s'assurer que c'est vraiment un courriel qui est légitime. Et il faut aussi s'assurer que chaque personne, quand il y a une situation de crise, tout le monde connaît leur rôle. Et il ne faudrait pas aussi il ne faudrait pas hésiter à demander l'expertise, l'assistance de spécialistes. Alors, normalement, ce qu'on voit avec les polices de cybersécurité, souvent un recours à des spécialistes lors d'un incident, ça existe, c'est en place. D'après notre expérience, ce qui sauve ou détruit une entreprise, évidemment, il faut avoir une bonne copie de sauvegarde. Assurez-vous que vos données sensibles sont là et testez vraiment régulièrement les copies de sauvegarde. La plupart des entreprises vont faire un test peut-être aux 2 ans. Ce n'est pas suffisant. Il faut faire au moins un test une fois par année et faire un test ponctuel peut-être au trimestre, s'assurer que vos données critiques sont toujours disponibles et que vous disposez des copies hors ligne, pas nécessairement juste toujours dans le nuage ou dans vos plateformes. Il faut s'assurer que vous avez des journaux en place, fait que s'assurer que tous vos systèmes envoie les événements de sécurité vers un élément central pour s'assurer que c'est disponible pour faire l'analyse et la détection lors d'une attaque. Il faut avoir une surveillance continue. Les pirates, malheureusement, ne dorment pas ou peuvent être dans un autre fuseau horaire. C'est arrivé, on faisait affaire avec quelqu'un qu'on a déterminé qu'il venait de l'Ukraine en bout de ligne. On savait au début, d'après à peu près les heures où il disait « Oh, c'est le temps d'aller souper, je vais revenir dans 1 heure pendant les négociations pour le paiement de la rançon. » Alors, c'était évident dans quel fuseau horaire cette personne-là était. Mais c'est certain que de votre côté, il faut être équipé pour rouler 7/24. Il faut s'assurer que vous êtes toujours protégé. Il faut être prêt aussi pour les incidents. Il faut avoir vraiment un bon plan en place. Il faut avoir des arbres décisionnels. Il faut s'assurer que vous êtes capable d'avoir l'information disponible hors ligne. Fait qu'évidemment, si toute l'information pour votre plan d'incident est sur vos plateformes, vous faites attaquer, vous avez perdu accès à toute cette information-là. Fait que normalement, il faut choisir, on recommande d'avoir un autre fournisseur avec votre plan d'incident, avoir les données et aussi avoir un plan de communication. Fait que la même chose, si vos courriels, votre chat, votre logiciel de partage disparaît, vous n'avez plus l'accès, il faut avoir un plan qui peut rapidement être mis en place. Fait que souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens vont créer des comptes sur, ça peut être n'importe quelle plateforme, mais par exemple, Google vont créer des comptes sur Google, ont les numéros de cellulaire, peuvent s'échanger, évidemment, des courriels pour au moins savoir c'est quoi le statut, c'est quoi les étapes, c'est quoi le rôle, qu'est-ce qu'on fait. Du côté peut-être un peu plus des dirigeants, évidemment, il faut juste s'assurer que vous avez la bonne information. Il faut savoir qui est responsable de quoi. Il faut savoir est-ce que je connais bien les risques, est-ce que je peux répondre s'il y a une attaque. Est-ce que je pense que ce qu'on voit souvent, c'est qu'au niveau de la culture de l'entreprise, si ça vient des dirigeants, l'importance de renforcer la cybersécurité et de faire un rappel, ça a vraiment un plus gros succès. Ça résonne plus avec le personnel. Et évidemment aussi le répéter le message souvent. Il faut savoir qui va gérer la crise, qui va gérer les risques.
Il faut connaître aussi vos tiers. Vous dépendez probablement aujourd'hui de plusieurs partenaires. Savoir si eux se font attaquer, c'est quoi l'impact sur mes opérations. Est-ce que je peux continuer à opérer ou qu'est-ce que je fais? Il faut avoir un plan. Il faut évidemment être capable de parler aux clients, de donner des statuts. Et il faut faire des simulations. S'assurer pendant le test, au moins une fois par année, faire une simulation d'une attaque. Vous pouvez choisir la cible. Vous pouvez soit choisir la totalité de vos systèmes, quelques systèmes, mais faire un test assez réaliste et avec les intervenants autour de la table et dire, OK, qu'est-ce qu'on fait si, par exemple, ma base de données n'est plus accessible? OK, on va aller chercher la copie de sauvegarde, on va l'installer sur tel serveur, on va remonter les systèmes, ça va prendre une journée. Entre-temps, qu'est-ce qu'on fait, etc. Il faut vraiment avoir un plan assez clair. Aussi, du côté après les incidents, par exemple, après la violation de données, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, il faut documenter, il faut savoir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Aussi, on recommande de surveiller les médias sociaux et préparer à contrer les fausses informations et aussi peut-être quelques réclamations externes. Encore, c'est recommandé de prendre le contrôle du message, dire oui, on a eu une attaque, on est dans les délais, on est après à rétablir les systèmes, on s'attend que l'impact va être minimé. Évidemment, si ce n'est pas l'information, juste dire que c'est en évaluation, etc. Mais juste s'assurer que vous avez une bonne stratégie de communication. Et évidemment, il faut notifier avec toute la réglementation qui est en place. Il faut faire des déclarations réglementaires à votre assurance, au corps policier, etc. Peut-être pour revenir un petit peu sur quelques éléments peut-être un peu plus pratico-pratiques, avoir vraiment ce qu'on appelle un bilan de santé, vraiment regarder au moins une fois par année l'ensemble de vos systèmes, regarder c'est quoi mes contrôles, c'est quoi les lacunes, c'est quoi mes écarts, qu'est-ce que je fais pour corriger. Il faut mettre en plan, évidemment, des contrôles techniques. Encore, il faut regarder est-ce que vous avez les experts à l'interne pour mettre les systèmes en place, bien les configurer et aussi faire la surveillance. Faire des tests, ce qu'on appelle un test d'intrusion, un test de pénétration. Ça fait recours à des pirates éthiques, des pirates, des gens qui peuvent faire les tests qu'un pirate ferait. Ça lui donne vraiment une vue 100%, je dirais, assez précise là, sur la nature des choses. Aussi faire beaucoup de formation du côté de votre personnel. Aussi de la fraude. Regardez les attaques possibles de fraude. Des fois, ce n'est pas toujours une rançon qu'ils veulent avoir. Des fois, ça peut être un transfert par compte bancaire, par compte Interac, etc. Aussi, évidemment, avoir accès à des experts autant que possible. Et puis connaître encore vos dépendances, votre chaîne d'approvisionnement. Ça fait que les fournisseurs, les tiers, regardez vraiment les gros contrats. Est-ce qu'eux ont une stratégie? Est-ce qu'ils vont être capables, en mesure de réagir? C'est quoi le temps de réponse, etc. Comme on a parlé à quelques reprises, s'assurer d'avoir une bonne police d'assurance et avoir un plan de continuité d'affaires. Fait que ça, c'est vraiment pas seulement toujours des attaques de cyber, mais aussi des attaques qui peuvent être provoquées par une panne d'électricité, un dégât d'eau, la COVID, par exemple. On a plusieurs clients qui exploitaient certaines plateformes au centre-ville de Montréal. Avec la pandémie, ils ne pouvaient plus accéder à leur bureau ou très, très limité à un moment donné. Alors, il a fallu qu'ils repensent leur méthode de travail, leur méthode d'intervention. Et aussi, il faut vraiment corriger rapidement lorsqu'on a des problèmes. C'est vraiment regarder vos systèmes à vous, mais aussi des systèmes qui sont gérés par des tiers. Ce n'est pas toutes les compagnies qui exploitent eux-mêmes les systèmes de TI. On voit souvent des recours à des consultants. Des fois, ça peut être quelqu'un de plus connu du coin qui connaît les TI. Juste s'assurer que vous connaissez bien comment eux gèrent leur plateforme. S'assurer que, surtout quand on tombe dans les fournisseurs de TI bien connus, c'est certain qu'eux se protègent pour bien protéger leurs clients. Mais lorsqu'on parle d'une plus petite boîte, des fois, ils n'ont pas toujours la volonté de mettre l'effort pour bien contrôler les accès, garder les mots de passe sur des médias sécuritaires et faire les tests nécessaires. Fait que c'est pas une pratique
de pas avoir les mêmes gens qui font la configuration, la mise à jour des systèmes, aussi faire la sécurité. La meilleure pratique, c'est d'avoir un regard externe, quelqu'un qui regarde vraiment les plateformes et s'assure de faire les tests nécessaires avec aucun impact. Fait que eux, on appelle évidemment, même chose du côté des tests d'intrusion, on recommande d'avoir une indépendance. Fait que les personnes qui corrigent les systèmes ne devraient pas être les personnes qui testent les systèmes. OK. Fait que ici, ce que dont je voulais parler vraiment, c'est de bâtir ce qu'on appelle la résilience, la maturité. Fait que si on commence à gauche, du côté des contrôles de sécurité, une petite entreprise devrait avoir quelque chose qui est approprié à leurs moyens, fait qu'on appelle des contrôles de base. Une entreprise qui est un peu plus moyenne, évidemment, doit avoir des contrôles plus avancés, faire plus de tests. Et évidemment, quand on tombe dans les institutions financières, des grosses compagnies d'assurance, des gros marchands, avoir des contrôles qui sont très, très sophistiqués pour résister aux attaques. Fait que si on regarde en haut du côté des attaques, il peut y avoir des attaques qui ne sont pas sophistiquées, comme des pourriels. Les logiciels malveillants peuvent être sophistiqués, des fois, ça ne l'est pas. Aussi, je pense que les rançons logiciels, ça tombe à peu près dans les petites à moyennes entreprises. Les grandes entreprises, normalement, sont très, très bien protégées avec plusieurs contrôles de la formation. Fait que pour vous donner un exemple, dans le milieu financier, c'est très commun que les employés, le personnel reçoivent au moins un courriel de test par semaine. Ça veut dire que quelqu'un qui travaille, par exemple, chez Banque nationale, peut recevoir un courriel qui dit voici un lien, s'il vous plaît, clique sur le lien, mets ton information, etc. Ça vaut au moins une fois par semaine ce genre de formation. Et aussi, il faut se protéger, évidemment, comme des gros acteurs, mais les gros acteurs, les gros pirates, les États-nations, évidemment, les cibles sont normalement de très, très haute valeur. Les stratégies pour la gestion de risque, évidemment, une, c'est d'atténuer, fait que réduire le risque, fait que ça, c'est en identifiant, protégeant vos systèmes, faire la détection, intervenir rapidement, évidemment récupérer. Ou vous pouvez faire ce qu'on appelle transférer ou éviter les risques. Fait que transférer, en partie, vous pourriez prendre un tiers qui va s'occuper de gérer certaines de vos plateformes. Vous pourriez éviter les risques en changeant vos processus, en disant, OK, on avait une copie ici, une copie là, on juge ça trop risqué, on va prendre une copie ici, on va transférer vers un autre tiers, puis s'assurer que c'est plus sécuritaire. Ou vous pouvez accepter les risques. Fait que, encore, avant d'accepter les risques, je pense que c'est très important de savoir c'est quoi les risques qu'on accepte. Si vous acceptez les risques sans connaître l'étendue, c'est là que ça peut être très, très dommageable à l'entreprise. Alors, si on regroupe quelques lois canadiennes au Québec, évidemment, il y a ce qu'on appelle le PIPEDA en anglais, fait que la loi de protection des renseignements personnels. Ça existe depuis un bout de temps. Peut-être certains d'entre vous aussi transigent avec les États-Unis et avec le reste du Canada. Il faut savoir qu'il y a des lois qui s'appliquent dans tous les secteurs. Ce que je vais retenir aussi, c'est que du côté de la loi qui est en place au niveau national, les amendes peuvent être très, très salées. Fait qu'on parle de 5 du chiffre d'affaires mondial ou 25 millions en cas d'infraction grave. Fait que c'est vraiment, vraiment... on n'a pas vu, évidemment, les lois être appliquées encore. Certaines de ces lois-là aussi ont été mises en place suivant des grosses brèches qu'on a vues au Canada et à l'extérieur du pays. On s'attend avec le fil des années que les pénalités vont être appliquées pour justement passer le message que c'est important. Si on regarde le projet de loi 64 au Québec, c'est similaire. Fait que, évidemment, quand je dis similaire, c'est 2 du chiffre d'affaires mondial ou 20 millions en cas de grave. Fait que, et ça peut être jusqu'à 4 dépendant des cas, là, mais vraiment, l'objectif, c'est de permettre aussi aux usagers de se faire oublier. Fait que, ça veut dire que non seulement les gens veulent avoir un contrôle sur les données que vous avez sur des clients, comment vous partagez ces données-là, et aussi le droit de se faire oublier. Ça veut dire que si on pense à un opérateur, par exemple, de télécom,
Il pourrait envoyer un message à Bell Rogers, Vidéotron, et dire « Je veux me faire oublier, je veux que vous effaciez toutes les données que vous avez sur moi parce que c'est mes informations. » Et les compagnies devront avoir un mécanisme pour prouver qu'ils peuvent effacer les données. Ça, c'est très, très dispendieux à mettre en place. C'est pour ça qu'on parle de plusieurs années avant que cette portion-là se mette en place. Mais la loi existe pareil. Fait que le but est là. Est-ce que l'objectif est là? Est-ce qu'ils vont réussir Est-ce que toutes les entreprises vont réussir à faire ça du jour au lendemain? Non. Mais c'est la tendance, ce qu'on voit dans l'industrie. Avec ça, on va peut-être passer aux questions. Je sais qu'il y avait quelques questions. On va voir si on peut en répondre en temps réel. Ou si vous avez attendu à ce point-ci pour poser vos questions, peut-être allez-y. Et on va y aller avec ça. Je sais qu'il y a peut-être des questions. Allons-y. Pendant que je prends une petite gorgée d'eau. Je pense que je vois une question. Julie, est-ce que tu vois des questions? Je ne vois pas de questions dans le Q&A, mais quelqu'un a posé la question si c'est possible de partager ensuite l'enregistrement. Oui, la réponse c'est ça. Fait que, si vous voulez, il y a un mécanisme. Là, si vous voyez dans le chat, là, vous pouvez poser des questions. Je vais peut-être vous donner quelques autres exemples de genre de formation qu'on a faites. Avec une entreprise donnée, ce qu'on avait décidé de faire, c'est qu'il y avait besoin de 3 niveaux de formation. Un, c'était une formation de leurs administrateurs. C'était quoi la cybersécurité? C'était quoi bien configurer les systèmes? C'était quoi s'assurer que les alertes sont générées? Revoir comment souvent ils me faisaient les mises à jour, les mises à jour d'exploitation, ce qu'on appelle les rustines ou les patchs. Aussi revoir les droits d'accès. Qui a accès? Si quelqu'un avait quitté l'entreprise, enlever les accès. Et aussi revoir ça de manière régulière, au moins trimestriellement. Si on parle des niveaux des personnes qui sont plus peut-être en détaillant, c'est de voir les attaques possibles, des courriels qui pourraient être envoyés, le type de message qui peut-être ne fait pas de sens. Aussi renforcer quelques éléments de base. Fait, si vous recevez un courriel avec une carte de crédit, de ne pas l'accepter, indiquer au client que ce n'est pas sécuritaire. Même chose pour l'information sensible, personnelle, date de naissance, etc., permis de conduire, numéro de carte d'assurance, etc. Aussi une formation pour les administrateurs, les personnes dans les groupes de finances, ceux qui ont accès aux comptes bancaires, pour s'assurer qu'eux, si c'est des attaques encore plus ciblées. Aussi, dans certains cas encore plus avancés, on va même protéger les téléphones mobiles pour s'assurer que ces gens-là ne reçoivent pas des SMS fictifs, etc. Ça, c'est un exemple de formation qu'on offre aussi. Je ne sais pas si on a eu le temps d'envoyer le message. Les gens sont... Les gens... Ah, c'est peut-être ici. Ici. J'avais... c'est Raphaël. Je ne sais pas si Raphaël avait une question. J'ai vu sa main qui était levée. Autre que ça, les gens, je pense qu'ils ont peut-être trop célébré le match canadien. Je ne sais pas si c'est possible. Raphaël, en fait, une question. Il est très intéressant comme webinaire. On utilise Google G Suite comme serveur. Que pensez-vous de ce système? On fait également des backups sur iCloud, Amazon Drive et sur un dossier local et disque dur externe hors ligne. Merci. Oui. Oui, fait que je pense que vous avez la bonne stratégie, Raphaël. Je pense que la seule chose, c'est de faire les tests, s'assurer que, encore, je comprends que c'est difficile de faire un test. Est-ce qu'on fait un test, on part à 0? En fait, ça veut dire qu'on prend nos serveurs de relève qui peuvent être dans le nuage ou pas. Alors, on applique ensuite les copies de sauvegarde et on essaie de tout remonter l'infrastructure. On fait quelque chose de plus contrôlé, plus minime, avec peut-être moins d'efforts, moins de temps investi. Mais il faut juste au moins regarder les données les plus critiques et s'assurer que des sauvegardes, des copies de sauvegarde
sont utilisables et que vous pouvez évidemment respecter votre plan de continuité d'affaires. S'assurer que si le maximum que vous pouvez tolérer, par exemple, c'est une journée de systèmes qui ne sont pas accessibles de données. Fait qu'il faut vraiment faire les tests et voir est-ce qu'il faut faire quelque chose de différent. Bonne question, Raphaël. Et peut-être vous donner un autre exemple. Un client qui avait 3 bureaux d'immobilier. Et ce que les pirates ont fait, ils ont décidé d'attaquer le bureau principal. Et ils ont accédé évidemment à tous les serveurs et tous les postes de travail. Ils ont obtenu de l'information compromettante qui aurait pu être utile à un compétiteur. Mais dans leur but, c'était vraiment de faire payer une rançon. Fait que le but, c'était, OK, vous avez des ventes, des grosses ventes se font telle journée. Aussi, regarder le paiement des employés pour voir s'ils pouvaient changer les contribuables, les personnes qui recevaient les paiements des comptes bancaires. C'était rendu quand même assez loin, mais en bout de ligne, ils avaient décidé juste de lancer une rançon et ils avaient quand même récupéré environ 100 000 $ dans ce cas-là, parce que malheureusement, la compagnie n'avait pas de copie de sauvegarde. Ouais. J'ai une autre question, Tom, pour toi ici, de Stéphane. Oui. Est-ce qu'un serveur de courriel Exchange 2019 on-premise, je présume que c'est appelé, peut être aussi sécuritaire que l'utilisation d'Office 365? En théorie, oui. Fait que si vous gérez vos systèmes d'après les recommandations de Microsoft, Microsoft va vous donner des recommandations pour sécuriser l'accès et que vous avez fait la mise à jour régulière de la plateforme du serveur, vous allez être aussi sécuritaire que celui du cloud. Je sais qu'un enjeu, des fois, c'est le coût. Des fois, il y a une préoccupation de payer des frais qui sont peut-être plus élevés dans le nuage et pour peut-être un bénéfice qui n'est pas connu. Mais ce que je recommanderais dans les deux cas, évidemment, c'est d'avoir l'authentification à 2 facteurs. Fait que ça veut dire utiliser la client de Microsoft qui est gratuit pour les mobiles en passant. Ça fait que vous soyez sur Apple iOS ou Android. Vous pouvez télécharger un logiciel qui vous permet de valider votre identité. Ça fait que vous rentrez votre mot de passe au clavier et vous confirmez avec votre application mobile qui reçoit un message que oui, c'est bel et bien moi, avant de donner accès à vos courriels. Ça va vraiment vous protéger d'une attaque qui pourrait être basée strictement sur le mot de passe. Fait que ce qu'on voit aussi souvent, c'est les pirates, par exemple de Facebook, les gens souvent vont utiliser les mêmes mots de passe pour le mot de passe au travail et pour les médias sociaux ou d'autres sites. Ça peut être réservation de restaurants, etc. Il y a plein d'applications. Fait que les gens, des fois, vont, pour sauver un peu de temps, vont prendre le même mot de passe un peu partout. Fait que n'importe quelle plateforme qui stocke ce mot de passe-là, qui est attaqué, évidemment, c'est un lien assez facile de voir et d'accéder au système d'entreprise parce qu'ils ont votre adresse courriel et ils ont le mot de passe, par exemple. Fait que c'est une considération à mettre en place. Merci, Tom. J'ai 3 autres questions, en fait. La première, c'est de David. Donc, à quel point la police est capable d'identifier les pirates et de les traiter en justice? Très, très limité dans les deux cas. On travaille beaucoup avec les corps policiers à travers le Canada et ce que les corps policiers nous disent, c'est qu'au début, il manquait les statistiques pour former le personnel de leur côté et les fonds. Là, les statistiques ont commencé à rentrer, fait que c'est certain que les corps policiers s'équipent avec les outils, le personnel qui peut réagir, qui peut aider à enquêter, trouver c'est quoi la source. Fait que ça va aider au moins identifier les pirates, les criminels. Mais cependant, aller chercher ces criminels-là parce qu'ils peuvent opérer partout sur la planète. Si on pense même coopérer avec, par exemple, les États-Unis, des fois, ce n'est pas toujours facile. Fait qu'imaginez aller chercher quelqu'un qui exploite un réseau criminel dans un autre pays, autre que peut-être
nos alliés traditionnels, ça devient très, très difficile. Et si on parle de l'Europe de l'Est, la Russie, la Chine, l'Ukraine, les chances sont presque zéro. Je pense que c'est arrivé à 2 reprises que les États-Unis ont vraiment atterri, allé dans les ambassades, essayer de vraiment amener quelqu'un en justice. C'est très, très rare que ça se produise. Alors, il y a une impunité, c'est certain, qui est en place. Ça fait que c'est pas un manque de volonté. Au début, c'était un manque de budget. Là, les budgets commencent à apparaître. Les gens vont être formés, les corps policiers, les spécialistes. Mais ensuite, aller porter des accusations et amener quelqu'un en cours, c'est tout un long chemin. Ça, c'est certain. Ouais. Fait que mieux de se protéger, mieux d'avoir l'assurance, etc., etc. C'est comme, même en appelant 911, le temps de réponse est 3-4 minutes, par exemple. Si on pense une attaque, cyberattaque, le temps de réponse, on parle de jours minimum. Mais on recommande évidemment quand même de ouvrir un cas, ouvrir un dossier avec les corps policiers, les informer des dommages, le montant du dommage, l'information sur les criminels. Et ça va aider évidemment à aller chercher plus de fonds et plus de formation pour ces gens-là. Oui, tu avais 2 autres questions. Oui, j'ai une prochaine question de Yann qui demande: est-ce efficace d'utiliser un système honeypot? Ah, honeypot. Moi, personnellement, j'adore tout ce qui est HoneyNet, Honeypot, Honeybee. De créer un réseau où l'idée de ce concept-là, c'est pour attirer les pirates. Alors, si on prend par exemple une entreprise qui aurait 10 serveurs ou 10 applications importantes, une entreprise peut mettre un faux serveur qui est plus facile à compromettre, ou même un segment réseau où les systèmes normalement ne communiquent pas avec ce segment réseau-là. C'est que les pirates, première chose qu'ils font, ils font une reconnaissance. Ils vont dire, OK, j'ai trouvé 10 serveurs, plus un 11e. Fait immédiatement, en détectant ou en envoyant un message à ce serveur-là, l'entreprise va savoir que quelqu'un fait une reconnaissance de leur réseau. Ça va générer une alerte. La deuxième chose, si en plus d'avoir cette première alerte-là, quelqu'un essaye d'attaquer, faire une reconnaissance du serveur, ça va générer d'autres alertes. Et normalement, en mettant un mot de passe très, très de base, comme par défaut, admin, par exemple, ça va générer évidemment un troisième niveau de confirmation que quelqu'un essaye vraiment de rentrer dans vos systèmes. Oui, je vois vraiment une valeur. La même chose aussi avec ce que j'appelle des honeybees, etc., mais en ayant des comptes qui normalement ne sont pas utilisés d'administrateurs, mais qui apparaissent avoir des hauts privilèges pour accéder à certaines plateformes. Fait que vous pouvez les laisser comme plus à découvert. Peut-être dans certains fichiers, certains répertoires de tests, les gens vont voir, OK, admin password, je vois un fichier, je vois le nom de l'administrateur, Robert Tremblay, par exemple. Il essaie de rentrer dans le système avec Robert Tremblay. Vous savez que quelqu'un a peut-être fait une reconnaissance de votre réseau et essaie une tentative aussi. Oui. Et je pense qu'il y avait une troisième question. En fait, c'est la dernière question. Il reste quelques minutes, donc assez de temps pour y répondre. Donc, Alain demande, pour une entreprise, disons PME, d'environ 10 millions de chiffre d'affaires, c'est quoi le coût estimé d'une intervention en cybersécurité et qui veut tester ces systèmes? Oui, ça. Fait qu'une intervention, si on parle normalement, on parle de 2 choses. On parle, de revue de maturité et un test d'intrusion. Fait que le but de l'évaluation de la maturité, c'est revoir comment vous gérez vos systèmes informatiques, c'est quoi les faiblesses, c'est quoi les lacunes. Et une fois que ça, c'est corrigé, normalement, comme deuxième phase, normalement la deuxième année, là, on parle d'un test d'intrusion avec des pirates simulés qui sont des experts qui essaient de compromettre vos systèmes. Normalement, on parle entre 10 et 15 000 $ pour le minimum pour une entreprise avec des systèmes pas trop complexes, mais ça dépend vraiment de la complexité. Mais avec une enveloppe dans ces chiffres-là, vous pouvez quand même avoir une bonne idée c'est quoi mes risques principaux, valider. Et en faisant une rotation des activités que vous faites, vous pouvez diminuer votre risque sur plusieurs années en investissant à peu près ce montant-là. Ouais. Eh bien, c'est tout pour les questions, Tom. Donc, merci beaucoup.
Donc, on peut conclure tout simplement. Merci à tout le monde d'avoir été là. Alors, merci à Tom également pour la présentation très, très informative. Donc, je souhaite à tout le monde une belle journée. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.